Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le système judiciaire est-il devenu trop permissif? Les remises en liberté sous caution, les peines d'emprisonnement à domicile sont-elles trop courantes? Ont-elles mené, par exemple, au meurtre d'un policier ontarien par un délinquant qui était en liberté en attendant la tenue de son procès? Les premiers ministres provinciaux et les chefs de police du pays réclament des changements au code criminel et Ottawa se dit prête à écouter. We need to put the bad folks away in jail and not let them back on the streets so easily. It's some of the cases have showed me are staggering how they get out on bail. So we need to do a better job. David Lametti, ministre de la Justice, procureur général du gouvernement Trudeau, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Monsieur Lametti, est-ce qu'il y a des failles dans le code criminel qui font en sorte que des criminels dangereux demeurent en liberté? C'est une question complexe. C'est une question qui a été soulevée au mois d'octobre par les ministres de la Justice et les ministres de la Sécurité publique lors d'une réunion entre les provinces et nous. On a engagé en ce moment, l'an dernier, d'étudier les possibilités de porter des changements au code criminel. Mais c'est complexe parce que, oui, on a la curation du code criminel au fédéral, mais ce sont les provinces, les territoires qui ont l'administration du système de la libération sous caution. Mais les règles de libération sous caution, les règles prévoyant des peines d'emprisonnement à domicile, par exemple, elles viennent de vos modifications législatives. Oui, ça c'est vrai. Ici, on parle de la libération sous caution, mais il y a aussi beaucoup de jugements là-dedans, le jugement des juges pour déterminer si une personne pose une menace à la sécurité publique. Parce qu'on a, dans le système, on a le droit d'avoir la libération sous caution. C'est un droit protégé par la Charte, ainsi que par la common law. Mais pour incarcérer quelqu'un temporairement, quelqu'un qui est techniquement non coupable pour l'instant, il faut une motivation. Il faut que la personne pose une menace. Et donc, il y a beaucoup de jugements là-dedans. Il y a aussi les policiers qui doivent administrer, arrêter les personnes. Donc, il y a beaucoup de place pour travailler avec les provinces pour justement améliorer leurs capacités. Vous dites droit garanti par la Charte. Il y a certaines provinces qui disent on devrait peut-être renverser le fardeau de la preuve pour faire en sorte que les gens, par exemple, prouvent qu'ils ne sont pas dangereux afin d'être remis en liberté. C'est une option, ça? Ça me semble difficile. Oui, on l'a déjà fait dans l'ancien projet de loi C-75 pour les questions de violence intime. On l'a déjà fait. Et ça existe déjà sur certains cas avec les armes à feu. Évidemment, on est prêt, on l'a dit aux provinces, aux territoires, qu'on est prêt à regarder d'autres options, d'autres infractions pour voir si on peut le faire. Il y a la Charte, donc il faut trouver l'équilibre en renversant le fardeau. Il faut rester à l'intérieur de la Charte. C'est un défi, mais ce n'est pas impossible. Okay. Vous avez dit cette semaine, ou la semaine dernière, vous avez dit que vous étiez prête à agir, mais que les provinces devraient faire leur part. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, les provinces? On doit travailler ensemble. Donc, oui, on est prêt à regarder ce que les provinces sont en train de suggérer pour les changements au code criminel. Mais, comme je viens de dire, il y a l'administration du système. Et s'ils ont besoin de plus de ressources, s'il y a d'autres changements qu'on pourrait envisager, des changements techniques, on est prêt à travailler avec les provinces. Mais mon message, c'est qu'on doit travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé que je vais convoquer une réunion spéciale des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, justement pour regarder les options et comment on pourrait mieux faire ensemble. À quelle vitesse, d'après vous, il peut y avoir une réunion, puis deux, il peut y avoir des modifications pour tenter de remédier aux failles qui ont été détectées par les provinces? Je vais d'abord, je dirais, dans les prochaines semaines, pour une réunion. Ouais. Pour détecter les failles, on voudrait avoir les suggestions et la preuve des provinces. Pourquoi la base pour leurs suggestions. Mais je crois que ça peut se faire assez vite une fois qu'on se réunit. L'opposition conservatrice vous a accusé cette semaine à plusieurs reprises d'avoir assoupli ou d'avoir été un peu à la base responsable de situations qu'on a vues récemment en raison de modifications législatives que vous avez adoptées pour
être plus flexible pour avoir un code criminel plus flexible ou pour limiter l'imposition de peine minimale, par exemple, pour les juges. À quel point est-ce que vous avez une part de responsabilité dans tout ça? Dans les deux cas, le cas des peines minimales, c'est quelque chose à côté, mais pour la libération sous caution, ce qu'on a fait avec le projet de loi 1675, c'est d'incorporer les décisions de la Cour suprême du Canada. Comme je viens de dire, on a renversé le fardeau de la preuve dans les cas de violence intime. Et donc, on a rendu le système plus difficile dans plusieurs cas pour les crimes graves. Mais Donc, le système permet des peines à domicile, par exemple. ça, c'est une autre question. Oui, ça, c'est un autre projet de loi, C5. Là, le but, c'est vraiment de désengorger le système parce qu'on consacre trop de ressources pour les infractions qui sont sérieuses, mais qui ne sont pas aussi graves que d'autres infractions. Et on veut consacrer plus de ressources justement pour les infractions graves. L'idée d'exclure les peines avec sursis pour les crimes sexuels, c'est quelque chose qui pourrait être étudié? On vient de redonner la possibilité avec une peine avec sursis est là justement pour des cas où la personne ne pose pas une menace à la société et une procureure a évidemment la responsabilité de fournir la preuve dans le sens contraire. C'est un moyen de combattre la surincarcération des peuples autochtones, les peuples noirs racisés dans le système. Statistiquement, c'est vrai. Et ça donne la possibilité d'une certaine flexibilité où la personne, et je dois le souligner, ne pose pas une menace à la société et la peine aurait été moins de 2 ans. Les infractions graves mériteront toujours les conséquences graves dans le système et le juge a tout le temps la possibilité de donner le maximum. Ouais, qu'on change de sujet, vous avez déposé la semaine dernière, jeudi dernier, un projet de loi pour repousser l'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de troubles mentaux d'1 an. Vous dites il faut qu'on se prépare davantage. Il y a des gens qui souffrent de troubles mentaux qui, eux, disent ça retarde encore l'accès à un service que l'on attend depuis des années. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Je suis de tout cœur avec eux. Je comprends qu'ils sont en train de souffrir. Comme société, nous avons beaucoup compris beaucoup amélioré nos connaissances, si on veut, des maladies mentales. Ce que je dois faire en tant que ministre, c'est de s'assurer que la société est prête pour cette étape. On a eu l'encadrement donné par le comité d'experts, la Dr Mona Gupta de Montréal, qui a présidé le comité. Elle pense qu'on est prête. Mais il y avait certaines provinces qui ont dit non, on n'est pas prêt. Ou bien certaines facultés, certaines universités, d'autres experts qui ont dit on n'est pas prêt. Donc, c'est le temps justement pour internaliser l'encadrement qui a été donné par la loi et par le comité des experts, de développer les guides, développer les matériaux didactiques. Et puis, j'espère, dans 1 an, nous serons tous dans une place où on va respirer par le nez et on va dire, OK, on est prêt. Vous dites quoi aux gens qui disent que le gouvernement fédéral succombe un peu à la pression politique? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'aller jusque-là dans l'aide médicale à mourir. Et ils l'ont fait entendre, ils le disent à votre gouvernement. Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que vous sentez une pression? Dans la vie publique, dans la politique, il faut écouter les gens. Donc, je suis en train d'écouter non seulement les personnes avec qui je suis en accord, mais aussi les gens qui sont en désaccord avec moi, avec nous, avec notre gouvernement. C'est un devoir. Je le fais d'une façon responsable. Mais on procède avec la loi. Après avoir écouté les gens, après avoir écouté les experts, on procède avec la loi d'une façon aussi prudente. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a mis une pause d'1 an, mais ce n'est qu'une pause. David Lametti, merci infiniment. Merci.